bonjour à tous, bienvenue dans cette deuxième édition de l'Alliance estivale, ce programme d'été donc de l'Alliance israélite universelle que nous vous proposons avec mon collègue Ariel Danan. Nous sommes ravis de vous accueillir. C'est donc la deuxième édition puisque l'année dernière vous étiez déjà nombreux à être là pour une Alliance estivale dédiée au judaïsme séfarade. Et cette année, le thème c'est donc les enfants d'Abraham. Et on commence ce soir avec les accords de paix entre Israël et le Maroc et les Émirats arabes unis. Puis, nous vous retrouvons lundi prochain sur un thème Israël et les nations avec Nissim Belassen et Noémie Benchimol. Et enfin, le lundi 19 juillet, sur les enfants d'Abraham pour une soirée interreligieuse avec Youssef Afif, Michael Ben Admon et Daniel Guerrier. Donc, ce soir, nous commençons avec deux formidables invités que je laisse le plaisir à Ariel Danan de présenter. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes effectivement très heureux de vous accueillir pour cette première soirée de l'Alliance estivale avec, c'est vraiment, je dois dire, un immense honneur et un très grand plaisir pour nous d'accueillir Monsieur l'ambassadeur Yehuda Lankri. Yehuda Lankri qui a été notamment député à la Knesset, mais qui a été ambassadeur d'Israël en France, également ambassadeur d'Israël aux États-Unis. Et je dois dire aussi qu'il est un ami de l'Alliance israélite universelle, donc c'est pour nous un double plaisir. Et il me rappelait il y a quelques minutes qu'il a été également élève de l'Alliance au Maroc, puis il y a quelques années représentant officiel de l'Alliance israélite universelle. Donc vraiment, nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir. Et lorsque nous avons conçu ce programme, nous voulions avoir une première soirée qui soit consacrée, disons, à la diplomatie, parce que nous avons le sentiment de vivre une époque que nous n'imaginions pas possible avec des accords de paix entre Israël et des pays musulmans et des pays arabes. Et il nous paraissait naturel à ce moment-là de demander l'expertise de Yehuda Lankri, qui donc, je le redis, a été l'un des diplomates les plus importants de l'État d'Israël et qui surtout, originaire du Maroc, né et ayant grandi au Maroc, a été aussi mêlé à tous les rapprochements qui ont eu lieu finalement au fil des ans entre Israël et le Maroc. J'espère qu'il nous en dira un mot lors de son intervention. Encore une fois, bienvenue, Monsieur Lankri. Merci beaucoup d'avoir accepté notre proposition et je vous laisse tout de suite la parole. Sandra, chers amis, je voudrais en premier lieu saluer le rabbin Eli Abadi en distanciel qui devrait intervenir sur un mode virtuel tout à l'heure. Et surtout dire à Ariel Danan toute ma reconnaissance pour cette invitation dans le cadre des activités de l'Alliance israélite universelle. En ce qui me concerne personnellement, comme ancien élève de l'Alliance au Maroc précisément, il y a là incontestablement une espèce de bain de jouvence régénérateur de cette période que sont l'enfance et l'adolescence que nous avons vécues par centaines d'élèves, au cours des générations par milliers d'élèves dans les écoles de l'Alliance israélite universelle. Alors, je vous remercie de tout cœur pour cette invitation. L'Alliance étant gravée dans nos mémoires comme un socle fondateur, celui qui aura permis, durant des générations au Maroc, depuis 1860, si je ne m'abuse, avec la première école à Tétouan, 86 écoles du primaire et du secondaire en tout et pour tout, jusqu'au fin fond du sud marocain, qui aura permis à des générations de juifs marocains de franchir le seuil de la modernité et d'accéder de plein pied à la modernité. Nous sommes donc redevables à cette noble institution que, évidemment, je considère avec respect et reconnaissance. La reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et Israël se situe, on peut dire, dans le prolongement de cette onde de paix qui anime la région du Moyen-Orient
d'est en ouest jusqu'au Maroc. Et elle se situe aussi dans le prolongement d'une relation qui avait été mise en veilleuse pendant quelques 20 ans, depuis le départ de la seconde intifada palestinienne en 2000, septembre 2000, jusqu'à la reprise en décembre 2020, donc une bonne vingtaine d'années, grâce à l'intercession, à la médiation du président américain Donald Trump, et, si je puis dire aussi, à la concomitance de la reconnaissance du Sahara marocain par les États-Unis d'Amérique. Alors, on peut dire que cette reprise de la relation est aussi un prolongement, quoi qu'il y ait eu césure pendant une vingtaine d'années. Mais ce ne fut pas le vide total. On constatera que pendant ces 20 ans, il y a eu des personnalités politiques israéliennes qui se sont rendues au Maroc pour des congrès internationaux, y compris pour des congrès interparlementaires, parce que le Maroc a joué un rôle prépondérant, et joue toujours un rôle prépondérant à l'échelle méditerranéenne, des parlements méditerranéens. Et donc, des Israéliens, des députés, des officiels se sont retrouvés au Maroc en dépit de l'absence de relations diplomatiques officielles. De façon plus manifeste, plus visible, il y a eu le tourisme israélien, les 50 000 à 70 000 Israéliens qui venaient bon an, mal an au Maroc. Et je dois signaler ici une dimension importante quant au tourisme qui, aux yeux des Marocains, et le Maroc est un pays, le grand tourisme, constitue certes un facteur économique appréciable, mais ça n'est que 70 000. Peut-être qu'on maintenant, on va tripler la dose, on arrivera même à 200 000, comme le veut la ministre du Tourisme marocaine. Mais le Maroc perçoit le tourisme en même temps, s'agissant du tourisme israélien, comme un facteur de paix, un multiplicateur d'entente et de compréhension entre les sociétés civiles marocaines et israéliennes. Comme on le sait, les Israéliens ont toujours été très, très bien reçus, très chaleureusement reçus par les Marocains. Vous trouverez des Marocains à Jemaa el-Fna, à Marrakech ou ailleurs, dans les grandes agoras urbaines, qui pratiquent un hébreu courant, qui, par le contact avec des Israéliens de passage, commencent à manier la langue hébraïque de façon tout à fait remarquable. Donc il y a eu cette dimension qui a assuré une certaine continuité dans la césure diplomatique partielle quand même, parce que je le disais tout à l'heure, il y avait quelques échanges de personnalités politiques, diplomatiques ou autres, qui ont fait que le Maroc est resté quand même dans le sillage de la relation avec Israël. Et s'il est resté, c'est parce que cette relation israélo-marocaine se fonde en fait sur deux éléments. Il y a le premier qui est la recherche, je dirais même la vocation du Maroc à œuvrer pour l'édification de la paix entre les peuples. C'est une vocation qui se confirme déjà avec Sa Majesté Hassan II au lendemain de la guerre de Kippour. On se souvient en 1976, octobre 1976, de l'audience qu'il accorde au premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, qui était venu voir le roi du Maroc afin de prospecter en matière de paix. Il y avait des intentions du côté égyptien et Yitzhak Rabin voulait en avoir le cœur net en essayant de mettre sur la piste de la paix une source sûre, et le roi Hassan II se présentait comme tel
parce que c'était un homme ayant une culture de paix tout à fait extraordinaire. L'année suivante, c'est Menachem Begin qui arrive au pouvoir. Et le roi Hassan II reçoit en son palais 2 émissaires. L'un israélien, c'est Moshe Dayan, qui était alors ministre des Affaires étrangères de Menachem Begin, et l'un égyptien, conseiller du président Anwar el-Sadat, Hassan Touhami. Et il va les aider à dialoguer. Il avait reçu d'abord séparément Dayan lors d'une première visite. Il avait constaté que l'homme colportait une vision de paix, une culture de paix, mais il le raconte dans son ouvrage La mémoire d'un roi. Et la question clé que posait Hassan II à cette époque à Moshe Dayan, il lui avait dit « Que pensez-vous, mon général, du Golan ?» Et Dayan lui répond du tac au tac, le Golan est syrien. À partir de là, le roi Hassan II s'est forgé l'idée positive sur Moshe Dayan, qu'il va retrouver d'ailleurs chez Yitzhak Rabin. Rabin, étant Premier ministre à cette époque, avait pris la précaution d'indiquer quelles étaient les contraintes sécuritaires, mais essentiellement dans la vision de Moshe Dayan, de Shimon Peres, des hommes qu'il qualifiait comme des membres de l'internationale socialiste, ouverts au dialogue et à la communauté internationale. Donc, à partir de là, Hassan II se met au travail de paix, jusqu'à l'aboutissement de cette paix inaugurale d'Israël avec la nation arabe la plus importante, considérée comme telle, comme la plus importante, l'Égypte d'Anwar el-Sadat. On verra ensuite qu'il accompagnera les accords d'Oslo. Certes, il n'a pas été partie prenante de ces accords comme il le fut à l'époque avec le traité israélo-égyptien, mais le fait que Yitzhak Rabin et Shimon Peres, en rentrant de la Maison-Blanche au lendemain de la signature des accords d'Oslo, le 13 septembre 1993, font escale à Rabat pour rendre compte à Hassan II de ce tournant historique et en même temps lui exprimer leur gratitude et leur reconnaissance pour l'accompagnement, parce qu'il avait salué ces accords. C'était l'un des tout premiers dirigeants arabes à le faire avec clarté et autorité. Il s'est écoulé peu de temps à partir de là pour la mise en œuvre des premières relations diplomatiques Israël-Maroc, décision de Hassan II, ça se fait en 1994, au niveau de bureaux de liaison, comme c'est le cas exactement à l'heure actuelle. Et on a franchi quelques moments difficiles, il faut le rappeler. Je peux peut-être témoigner de l'une des confidences de Sa Majesté Hassan II, qui nous a livré lors d'une rencontre en son palais à Marrakech le 3 mai 1999, c'est-à-dire à quelques mois de sa disparition. Nous étions une délégation israélienne composée de ministres et de parlementaires. J'étais donc parlementaire à cette époque. Et à l'un des ministres qui posait la question de savoir pourquoi il n'y a pas de vol direct entre Israël et le Maroc, qui aurait fait l'économie d'escale, de dépenses d'énergie et d'argent, Hassan II répond: j'étais sur le point de le faire, de décider d'établir cette liaison aérienne quand s'est produite la première dérive tragique des accords d'Oslo, après les accords d'Oslo, et cela venait de votre côté, c'est-à-dire du côté d'Israël. Il a clairement indiqué quelle a été cette dérive. C'est la tristement célèbre attaque du docteur Goldstein au caveau des patriarches. Il considérait que l'atmosphère n'était plus si viable pour
aller de l'avant. Et il nous avait dit, attendons un moment qui soit plus porteur pour le faire. Cela se passait le 3 mai 1999 lorsqu'il nous a parlé à l'époque de sa volonté réelle d'établir des relations aériennes avec Israël. Après cet épisode, donc, dans le sillage de Sa Majesté Hassan II, on retrouve son héritier direct, Sa Majesté Mohammed VI, qui poursuit le dialogue avec Israël, mais qui est forcé par les aléas de la politique régionale. J'entends l'intifada palestinienne de septembre 2000, se trouve forcé et contraint de mettre un terme provisoire à la relation diplomatique entre Israël et le Maroc. Mais comme je le disais tout à l'heure, même cette relation en sourdine, en veilleuse, un peu latente, avec quelques aspects manifestes importants que je soulignais, la visite de personnalités israéliennes au Maroc lors de congrès internationaux, de manifestations diverses, même artistiques. Beaucoup de cinéastes israéliens, par exemple, se sont rendus à Marrakech pour le festival du cinéma. Et le tourisme israélien qui a été l'organe vivant de la relation israélo-marocaine en absence de relations diplomatiques formelles. J'ajouterais que dans l'espace islamo-arabe, la relation entre le Maroc et Israël, et ça c'est le deuxième facteur important. Il y a le premier qui est la recherche de paix, la vocation de paix du Maroc, donc c'est là l'intérêt d'une relation avec Israël, pour pouvoir jouer un rôle. Et le deuxième facteur, c'est le facteur juif. Cette relation israélo-marocaine a ceci de particulier, je parle de l'espace islamo-arabe historiquement, qu'elle se fonde sur une dimension juive assez exceptionnelle. Il y a d'abord la communauté juive marocaine vivant en Israël. Pour Israël, c'est quelque chose d'important. C'est une composante de la société israélienne, assez vibrante. Et donc, c'est un socle d'attachement inaliénable envers le Maroc, sur lequel Israël prend un point d'appui pour développer, pour entamer ses relations et développer ses relations avec le Maroc. Il y a par ailleurs la communauté juive marocaine, avec toute la saga et l'histoire que l'on connaît, qui, même aujourd'hui, après son amoindrissement démographique considérable, il ne reste plus que quelques milliers de cette communauté historique qui en comptait des centaines de milliers, 300 000 à l'époque. Elle est quand même le réceptacle d'une histoire multiséculaire. Elle est là pour témoigner du vécu judéo-musulman sur des siècles. Elle est le dépositaire de tout l'héritage spirituel, culturel. Et donc, elle sert pour Israël aussi de référence essentielle dans son engagement avec le Maroc. Ce qui a fait dire d'ailleurs à notre Premier ministre, avec justesse, l'ancien Premier ministre, il faut dire, Benjamin Netanyahu, lors de l'annonce de la reprise des relations diplomatiques avec le Maroc. Il était, à ce moment-là précisément, c'était Hanouka, il était au mur des lamentations avec l'ambassadeur américain David Friedman, et on l'a interrogé, séance tenante, sur la relation israélo-marocaine, qu'il qualifiait à ce moment-là de chaleureuse, et cela en connaissance de cause, parce qu'il savait qu'en Israël vivait une communauté d'origine marocaine importante, qui reste attachée à ses traditions et qui se transmettent de génération en génération. Vous avez dû le constater lors de vos visites en Israël.
Et il savait aussi parfaitement qu'il y a encore une communauté juive au Maroc qui sert de vecteur, de point d'appui, aussi pour Israël et pour la qualité et la bonification de ses relations avec le Maroc. Lors d'une intervention récente, ça date de 2 ou 3 mois, en distanciel, comme on dit de nos jours, du talentueux ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, devant l'EIPAC. L'EIPAC est une organisation juive américaine qui exerce une influence certaine, en tout cas qui dispose de vecteurs d'influence importants. Et à la question sur la communauté juive marocaine, sa situation, etc., il avait répondu de façon très naturelle. Je ne saurais parler de façon séparée de la communauté juive marocaine, disait Bourita, parce qu'elle est une composante intégrale de l'assise identitaire au Maroc. Et ce faisant, il rappelait la constitution de 2011, promulguée par Sa Majesté Mohammed VI, où l'une des clauses, effectivement, souligne que le judaïsme ou la culture hébraïque était l'un des affluents de l'identité nationale marocaine. C'est entre nous du jamais vu. Il n'y a pas d'autre constitution au monde, même aux États-Unis d'Amérique, où l'affluent juif soit souligné de façon si exceptionnelle. Et en remontant un peu l'histoire, on sait que la marocanité, qui est la coupole suprême au Maroc, c'est-à-dire une vertu fédératrice de premier plan, qui rassemble les ethnies, les identités diverses qu'il y a au Maroc. La marocanité a joué un rôle prépondérant comme concept et comme réalité, déjà du temps de Sa Majesté Mohammed V, qui avait opposé une fin de non-recevoir cinglante aux autorités de Vichy, qui planifiaient déjà à ce moment-là la déportation des Juifs du Maroc vers les camps de concentration et les camps d'extermination de la machine de mort nazie. Un acte salutaire qui évidemment résulte dans le salut des Juifs grâce à l'opposition résolue de celui qui à l'époque était appelé le sultan du Maroc sous le protectorat français, mais en même temps met en exergue de façon tout à fait spectaculaire ce qu'on appelle la marocanité, parce que la réponse de Sa Majesté Mohammed V a été très claire en disant au Maroc, il n'y a que des Marocains. Ils ne se subdivisent pas en musulmans, juifs, etc. Certes, il y a la liberté de culte, il y a leur pratique, mais c'est la marocanité qui les rassemble. Et donc, ce sont des sujets marocains égaux aux autres sujets musulmans ou de confession autre. Et ils bénéficient de la protection de celui qui se considère au Maroc. Le roi, c'est le commandeur des croyants, donc de tous les croyants, aussi bien musulmans, juifs ou autres, chrétiens, et qui bénéficient de la protection du roi. On voit donc comment la marocanité a une telle importance et elle est en fait la force motrice dans le bien-être de la communauté juive au Maroc jusqu'à nos jours. De nos jours encore, la marocanité joue un rôle fondamental dans l'intégration du judaïsme marocain au tissu social et au royaume du Maroc. Comme le disait Nasser Bourita, je ne peux pas parler séparément de la communauté juive marocaine. Elle est une composante intégrale de la société
marocaine. Ce qu'il y a encore de caractéristique dans cette relation entre Israël et le Maroc, c'est le fait qu'il y a une continuité. Je le soulignais tout à l'heure, malgré la rupture. Et nous sommes aujourd'hui au seuil d'un essor tout à fait extraordinaire dans cette relation renaissante. J'ai pour ma part le privilège, je dis ça en digression, de présider dans le futur, pas trop lointain, la Chambre de commerce Israël-Maroc. Nous avons la chambre sœur, une équivalente, qui s'est constituée à Casablanca au mois d'avril, qui attend elle aussi les derniers agréments des ministères de tutelle, comme nous l'attendons. Mais ceci, pour vous donner simplement un exemple de l'engouement et de l'enthousiasme qui existe à l'heure actuelle, du dialogue riche entre partenaires potentiels marocains et israéliens. Je dis potentiels parce que ce qui nous empêche d'aller plus de l'avant et d'avoir déjà des vols directs ici et maintenant, c'est la pandémie de la Covid-19 qui est un facteur de ralentissement tout à fait gênant. Mais une fois, je l'espère, une fois cette crise dépassée ou maîtrisée, chez nous comme au Maroc, je pense que les relations gagneront en visibilité, en importance et en volume. L'Israël moderne, donc prolongement assez tardif pour cet exil doublement millénaire que nous avons connu de l'Israël antique, trouve une espèce de résonateur de la récitation de la paix entre nous et le Maroc, d'une part, grâce à la vocation de paix du Maroc qui souhaite jouer un rôle important dans notre région. Cela a été mis en valeur lors du dernier message de félicitations de Sa Majesté Mohammed VI à notre Premier ministre, le nouveau, Naftali Bennett, ce qui est en soi un acte remarquable, et où il annonce que le Maroc avait bien l'intention de travailler pour la paix dans notre région. Là encore, Sa Majesté Mohammed VI œuvre dans l'héritage paternel de son père Hassan II. Lors de cette réunion à Marrakech du 3 mai 1999 que j'évoquais tout à l'heure, et en réponse à nos questions, y compris la mienne, et lui demandant quand est-ce qu'il allait retrouver son souffle et son inspiration d'intercesseur sur le volet israélo-palestinien. Et sa réponse a été: quand je trouverai en face de moi des gens ayant une culture de paix, je reprendrai ce travail. Mais il ne faut pas oublier que c'est dans cet héritage, à travers cette vision, que son successeur, Mohammed VI, œuvre. D'une part, en instaurant et en consolidant la paix interne au Maroc, entre ses composantes, et la composante juive bénéficie d'un regard extrêmement bienveillant, plein de sollicitude de la part du roi du Maroc. On n'a qu'à regarder la panoplie des actes et des paroles du roi. Ses discours historiques à l'UNESCO notamment, où il n'a cessé de dénoncer les campagnes de négation de la Shoah. Ces actes au Maroc même, à travers l'inauguration de synagogues, de lieux de culte. Certaines, comme la synagogue de Fès, ancienne synagogue de 300 ans, avec un message royal stipulant un soutien tout à fait remarquable à la communauté juive.
à ce qu'elle représente pour l'identité marocaine, l'histoire et la culture marocaine. D'autres lieux de culte, la synagogue Etedgui à Casablanca. Vous savez, on voit ça dans les réseaux sociaux, ça se diffuse. Et c'était tout à fait saisissant de voir le souverain du Maroc faire l'inauguration d'une synagogue qui, toute importante qu'elle soit, qu'elle fût, ça n'est pas peut-être le premier des grands lieux de culte juif au Maroc, mais il s'est présenté à dessein pour passer le message au peuple marocain. Ça part du sommet à la base, défendant le droit de cité historique des Juifs marocains au Maroc. Et à travers ça, il dispense un enseignement de paix considérable qui conforte la vocation de paix du Maroc, de ses souverains, depuis l'indépendance avec des rois Mohamed V, Hassan II et maintenant Mohamed VI, pour consolider la paix à l'intérieur, la paix interne, et se tourner le moment venu vers la paix externe, afin de faciliter le dialogue, l'entente et la coexistence entre Israël et ses voisins. Il avait tenté de le faire d'ailleurs en jeune souverain. Vous vous souvenez de l'époque d'initiative arabe de Beyrouth, c'était en mars 2002, où de Beyrouth, il avait suggéré à son ministre des Affaires étrangères de l'époque, M. Mohamed Ben Aïssa, de mener une délégation de collègues ministres des Affaires étrangères ayant déjà un accord de paix avec Israël. Et nous étions, souvenez-vous, après la rupture des relations, de la première relation diplomatique entre le Maroc et Israël, mais il a eu quand même à cœur d'explorer cette possibilité, ce potentiel, en leur demandant d'aller voir le Premier ministre Sharon et présenter-lui l'initiative de paix saoudienne, c'est ainsi qu'elle est appelée, que toute la Ligue arabe avait entériné. Ça ne s'est pas fait parce que bon, ça posait problème à certains ministres, peut-être pas celui d'Égypte ou de Jordanie, mais le Syrien qui était invité à venir, parce que la Syrie a quand même affaire avec Israël en matière de paix, n'a pas pu concevoir un seul instant un déplacement à Jérusalem pour cette mission et la rencontre éventuelle avec Ariel Sharon. En remplacement, le jeune souverain de l'époque a téléphoné à Ariel Sharon, a eu avec lui un long entretien de 45 minutes pour essayer de le convaincre de la validité de cette offre arabe historique. Je pense que vous en connaissez peut-être les tenants et aboutissants, c'est-à-dire 56 pays de la conférence islamique, y compris les 22 de la Ligue arabe, qui sont prêts à reconnaître Israël une fois la paix israélo-palestinienne obtenue. Sharon a fait valoir un autre argument, disant, dans cette conversation téléphonique, qu'effectivement, cette offre était une offre tout à fait remarquable. C'était un bon pas vers la paix, mais qu'il lui serait extrêmement difficile de la faire passer auprès de l'opinion publique israélienne à un moment, je cite Sharon, où des autobus israéliens explosent au cœur des cités israéliennes. C'était l'époque des attentats suicides, avec des moments extrêmement difficiles pour Israël, pour les Palestiniens aussi, lors de cette seconde intifada qui malheureusement a causé la mort de milliers de personnes de part et d'autre. Nous sommes maintenant à l'aube d'un renouveau. Et ce renouveau, comme je l'ai dit, se fonde sur la vocation de paix du Maroc, d'une part, sur
la dimension juive dans la relation du Maroc avec Israël. Israël est elle aussi réciproquement liée par cette relation, guidée par cette relation. Et pour répondre à la question du thème de ce soir, vers une paix régionale, point d'interrogation, je pense qu'il y a lieu, évidemment, non seulement d'y réfléchir, mais d'agir aussi. On a pu constater sur la base de l'expérience passée, c'est-à-dire la rupture de la première relation diplomatique entre Israël et le Maroc, que cette relation était tout de même, surtout lorsqu'elle se veut à l'ambition de la région, était tout de même dépendante de la qualité de la relation entre Israéliens et Palestiniens. Nous avons connu ces dernières années une phase de ralentissement. Il y a eu certes le plan de Donald Trump il y a moins d'1 an, qui était une forme de relance, qui, il faut dire, vaut par l'originalité de la proposition. Elle est peut-être tout à fait en deçà des attentes palestiniennes, mais elle a le mérite d'exister. Mais à part ça, on n'a pas connu réellement de progrès substantiel dans la marche de paix entre nous et les Palestiniens. Alors, d'aucuns diront qu'on a obtenu des accords d'Abraham, et au passage, je signalerai que cette appellation en Hassan II, un auguste précurseur, puisque c'est lui qui prêchait et prophétisait son règne durant la concorde entre les fils d'Abraham. Donc ça découle directement de cette vision. D'aucuns prétendent, dans l'Israël aussi, et voilà, nous avons obtenu une série de traités de paix ou de relations diplomatiques renouvelées, sans que nécessairement on soit obligé de concéder du territoire. Alors, c'est évident, nous n'avons pas eu de différend territorial avec les Émirats arabes unis, avec Bahreïn, ni avec le Maroc. Ce n'est pas tout à fait équivalent à ce qui se passait avec l'Égypte lors de l'accord de paix, la Jordanie, ce qui se passe avec les Palestiniens, où le différend territorial est au cœur de la discussion et de la possibilité d'une entente. Donc, pour envisager une solution régionale, une paix régionale, et le Maroc est un facteur important dans ce travail, il faut certainement trouver le moyen d'avancer, même à petits pas, comme le disait lors de sa dernière visite le président allemand à notre président sortant, le président Rivlin. Faites quelques petits pas dans le sens de la paix avec les Palestiniens. Je pense que ça pourrait mettre en confiance les acteurs, proches ou lointains, pour essayer de trouver une solution viable pour les deux peuples. De toute façon, il n'y a qu'une solution politique qui puisse prévaloir. La solution militaire est là. Heureusement, nous ne sommes pas dépossédés à ce niveau pour nous permettre d'existence, mais pour obtenir une solution de longue haleine, il faut envisager cette solution politique. Là, le Maroc pourrait renouer avec son rôle historique, comme il l'a fait avec l'Égypte, et dans une certaine mesure avec la Jordanie et les Palestiniens. Donc, je souhaiterais conclure cette partie de l'exposé sur ce que j'appellerais l'enseignement de la paix au Maroc. Et j'étais parti en évoquant l'alliance comme point de départ, et ça sera aussi l'alliance qui viendra en conclusion. C'était en 1994, l'année où Hassan II avait décidé d'une relation diplomatique avec Israël. Mais avant sa décision, j'ai été personnellement
invité, à l'époque j'étais ambassadeur à Paris, par son conseiller André Azoulay, qui est considéré comme le bâtisseur moderne d'Essaouira et qui a inauguré avec Sa Majesté Mohamed VI le 15 janvier 2020 la Maison de la Mémoire. Je pense que vous avez dû entendre parler de cette œuvre tout à fait extraordinaire d'André Azoulay, qui a revalorisé un bâtiment et une synagogue annexe pour en faire une maison de recherche du judaïsme d'Essaouira et du judaïsme du Maroc. Et la présence de Sa Majesté Mohamed VI, qui a revêtu une dimension tout à fait exceptionnelle. On a vu le souverain en prière devant l'arche des rouleaux de la Torah, de l'annexe synagogale, avant d'adhérer à la tournée classique de ce musée de la mémoire. Un moment réellement sublime, historique, qui, aux yeux d'André Azoulay, se veut un acte unique d'une importance extraordinaire, vraiment. Un acte pérenne pour les générations présentes et à venir. Je pense que ce que j'ai vécu à l'échelle personnelle, de façon, mettons, beaucoup plus modeste, beaucoup plus intime, lors de cette visite en 1994, s'agissant de l'enseignement de la paix, et l'inauguration de Beth Dakira, de la Maison de la Mémoire par Sa Majesté Mohamed VI, est un enseignement de la paix, puissant et prégnant, un message pour le peuple marocain. Bien, j'avais fait entre une réunion officielle ou une autre, je suis parti à la reconnaissance de certains lieux qui sont autant d'ancrage mémoriel, c'est-à-dire les écoles de l'Alliance israélite. Et en arrivant à l'une d'elles, celle de Narcisse Leven, que Ariel certainement, Yeldanan va connaître, je rentre dans une classe où se faisait un cours de Bible. C'était la péricope de la semaine, dans le livre de l'Exode, Shemot. Et l'institutrice demande à une petite élève de lire le texte directement en hébreu, évidemment, ce qui se fait avec une distinction, classe et maîtrise par cette petite d'une dizaine d'années, qui lit directement dans le texte Ve'elle shemot bnei Israël habayim mitzrayma. Voici le nom des fils d'Israël qui viennent en Égypte. Et pendant qu'elle lisait, l'institutrice me chuchote à l'oreille, cette petite, c'est une musulmane. Évidemment, ça m'a tout à fait émerveillé, encore que mettons, la maîtrise technique de la lecture, du décryptage de l'hébreu, qui est une performance remarquable en soi, ne soit pas la dimension qui m'est surtout frappé à ce moment-là et plus tard en y réfléchissant. Bon, je me disais qu'il y a là, effectivement, une maîtrise technique, celle qui consiste à lire un texte en hébreu tout en étant musulman. Mais je me disais, quel degré de confiance doivent avoir les parents de cette petite fille? Quelle ouverture d'esprit tout à fait considérable pour exposer leur fille au texte fondateur du judaïsme, à la loi de Moïse, sans recul, sans complexe. Et ça a été pour moi un enseignement de paix exceptionnel. Cette lecture juvénile bénéficiant de l'agrément et de l'orientation parentale a été pour moi une leçon édifiante. Ça explique peut-être en microcosme, c'est un abrégé de cette histoire judéo-musulmane au Maroc, qui continue autour des mêmes modalités et qui est un vecteur puissant
pour la bonification de la relation israélo-marocaine qui se présente comme une relation prometteuse. Tout simplement se mettre à l'écoute, et je le suis puisque nous avons en perspective la fondation de la Chambre de commerce Israël-Maroc, comme celle qui existe à Casablanca, d'écouter l'engouement, l'enthousiasme, à la fois au niveau de la recherche universitaire, mais aussi, très concrètement, entre des partenaires potentiels dans le domaine du commerce, du tourisme, de l'agriculture, de l'eau, des énergies renouvelables, de la médecine. Et d'ailleurs, ce webinaire que nous expérimentons ici et maintenant s'impose comme un outil prépondérant dans le maintien et la permanence de ce dialogue, en attendant que les frontières s'ouvrent, que le ciel s'ouvre de part et d'autre, et que les gens puissent en présentiel concrétiser ces possibilités. Je pense que nous sommes partis pour une entente des fils d'Abraham, avec certainement des répercussions positives sur l'ensemble de notre région, mais à nous Israéliens, de trouver le moment venu la piste opportune pour régler nos propres problèmes ici, dans notre région, afin de permettre à cette vocation à la paix externe du Maroc de se concrétiser dans un soutien et une contribution qualitative à la mise en place de la paix entre nos pays, ici dans la région, comme le voulait Sa Majesté Hassan II, qui souhaitait exporter le modèle du vécu judéo-musulman au Maroc vers notre région, entre Israël et ses voisins. Voilà, je pense que j'ai assez parlé, n'est-ce pas, Ariel? Maintenant, c'est à toi. Merci beaucoup Yehuda Lankri pour cet exposé. En vous écoutant ces dernières minutes, j'ai eu quelques réflexions et je voulais vous poser une ou deux questions. D'abord parce que vous avez montré finalement combien ces relations diplomatiques entre Israël et le Maroc reposaient finalement sur une histoire commune des Juifs aux musulmans au Maroc qui est extrêmement particulière et qui ne se rencontre finalement que pour le Maroc, quasiment, j'aurais tendance à dire. Et c'est quelque chose qui vous paraîtra totalement anecdotique, mais j'avais vu beaucoup d'articles dans la presse marocaine autour de quelques juifs d'origine marocaine à Ashdod qui avaient manifesté il y a quelques mois pour le Sahara marocain. Et dans ces interventions, dans les articles de presse qui relayaient cette nouvelle, alors d'abord, je dois dire qu'il y avait maximum 30 manifestants, hein, ce n'était pas non plus toute la population israélienne qui se mobilisait pour le Sahara marocain, mais il y avait une portée symbolique qui semblait extrêmement forte pour les habitants marocains aujourd'hui qui finalement, en fait, ne connaissent plus les Juifs, n'ont plus vécu avec eux. Donc, c'est quand même quelque chose qui m'avait frappé. Ce que j'ai compris quand vous nous l'avez présenté finalement dans le temps long, et je vous en remercie pour cela, c'est qu'il y avait déjà eu des tentatives pour établir des relations diplomatiques pérennes entre Israël et le Maroc, et puis malheureusement, ça s'était arrêté du fait notamment de la seconde intifada et des premières dérives après les accords d'Oslo. Qu'est-ce qu'il faudrait, d'après vous, pour que finalement, cette fois-ci, cela marche sur le long terme? Alors, d'une certaine manière, vous nous avez répondu par les relations commerciales. Et alors, je ne suis pas, enfin, je ne connais que très peu l'histoire des relations internationales, mais en vous écoutant parler de ces relations commerciales, je repensais finalement à la construction de l'Europe, qui ne s'est pas bâtie au début, au moins sur de grandes cités, mais uniquement sur de premiers partenariats économiques. Donc, c'est peut-être une bonne méthode de ce point de vue-là. Mais de manière générale, comment pensez-vous réaliser que ces relations diplomatiques perdurent, parce que même s'il y a un autre conflit finalement entre Israël et les Palestiniens, et d'ailleurs, est-ce que d'après vous, la guerre récente entre Israël et Gaza a constitué un frein dans vos relations diplomatiques au quotidien? Oui, certainement. Les aléas politiques sont là. Alors, on parle beaucoup
paix économique, de diplomatie économique, c'est vraiment en vogue. Et je sais que le ministre des Affaires étrangères sortant, Gabi Ashkenazi, a accordé une très grande importance à la diplomatie économique. On rapporte que chaque jour, il téléphonait à 4 ou 5 représentants israéliens, des ambassadeurs de par le monde, pour leur poser la question, qu'avez-vous fait aujourd'hui pour développer les relations économiques d'Israël avec votre pays d'accueil? Donc on sent bien que ça prend de l'importance, c'est un peu partout. Il y a ceux qui agitent, si je puis dire, la thèse de la paix économique pour peut-être esquiver la paix politique. Or, il y a certaines situations où la paix économique peut être très utile, mais la paix politique reste quand même le facteur prépondérant. Et ça, c'est vrai de notre relation avec les Palestiniens. Avec le Maroc, on pourra développer cette relation grâce au volet économique, culturel, artistique, ce qui est une chance tout à fait extraordinaire. Imaginez-vous que dans notre situation avec l'Égypte, par exemple, cette paix qu'on appelle une paix froide, et qui a des raisons qui l'enracinent dans cette froideur, il faut le reconnaître. On ne peut pas encore imaginer une exposition de peinture israélienne dans un musée égyptien après 40 ans. Ça peut se faire au Maroc du jour au lendemain. J'ajouterais que le Maroc, et c'est là aussi son exception, André Azoulay dirait sa réalité, parce que le terme d'exception marocain lui paraît un peu réducteur, à juste titre. Il y a en gestation un projet, deux projets de musées nationaux, de musées juifs nationaux marocains. À Fès, on pose déjà les fondations, et ailleurs, je pense qu'à Tanger que ça se passera. Or, dans l'espace islamo-arabe, il n'existe pas de musée juif. Alors, on me dirait qu'à Casablanca, il y en a un déjà, c'est vrai, mais c'est un musée qui a été fondé par la communauté juive elle-même. Or, ici, c'est le royaume du Maroc, à travers tous les échelons institutionnels, qui vont s'impliquer dans la construction de musées nationaux juifs. Cela vous montre que cette paix a différents versants. Il y a le versant économique. Les Marocains sont très intéressés par la Startup Nation, la high-tech israélienne, et les Israéliens sont tout à fait prêts à, évidemment, faire des partenariats aussi rapidement que possible. L'agriculture, on le sait bien, le traitement de l'eau, la médecine, maintenant, c'est une nécessité quand le monde plie sous le joug de la pandémie du Covid. On peut, avec le Maroc, développer cette relation pour lui donner tous les ancrages de stabilité possibles. Mais encore une fois, il faut qu'elle soit à l'abri d'une déflagration majeure, qu'à Dieu le plaise, entre nous et les Palestiniens. Si vraiment on tient à cette relation avec le Maroc et aux futures perspectives de paix dans notre région, tout en ayant avec nous les Émirats arabes unis, Bahreïn, qui contracte cette alliance avec Israël parce qu'il y a des intérêts communs sécuritaires aussi dans la région. L'Iran, qui se manifeste à travers sa menace irrédentiste. Mais si l'on souhaite aller dans une région aussi sereine que possible pour le développement de la paix avec le Maroc, et plus tard avec d'autres, il faut que l'on envisage une sortie d'immobilisme, de l'immobilisme qui caractérise ici et maintenant la relation israélo-palestinienne, quand ça n'est pas une relation violente, comme cela s'est passé récemment avec le Hamas. Et effectivement, on a ressenti du côté du dialogue israélo-marocain, enfin, celui que j'entretiens à mon humble échelle avec des amis marocains, des homologues marocains, qu'il y avait une forme de légère éclipse, c'est-à-dire on sentait une gêne
aussi bien de leur côté que de notre côté. Parce que ça n'est pas une joie de vivre que de voir 4000 roquettes tomber sur Israël et des bombardements israéliens sur Gaza. C'est une réalité qui n'est pas une réalité porteuse d'entente, de compréhension, de dynamisme. Donc, parmi les facteurs de ralentissement, il y a évidemment la pandémie, mais il y a aussi ça. Il faut absolument faire en sorte que cela ne devienne pas un facteur de démolition de la paix, de la relation pacifique entre nous et ces États arabes qui viennent de considérer favorablement soit l'établissement de la relation diplomatique, soit la reprise, comme c'est le cas du Maroc. Donc, il y a une importance capitale à ce que, avec la paix économique, la diplomatie économique, il y a une diplomatie politique, parce qu'entre nous, les Palestiniens, il y a un problème politique considérable à régler. Les Palestiniens veulent leur identité nationale, ils veulent disposer de leur passeport, de leur liberté, de leur autonomie. Il faut qu'Israël prenne tout ça en considération à travers ce qu'on avait envisagé à différentes étapes de ce processus. 2 États pour 2 peuples, avec toutes les conditions sécuritaires qui s'imposent, mais il faut aller de l'avant. Parmi les questions qu'on nous pose sur le chat, et je rappelle aux participants qu'ils peuvent continuer à nous écrire et nous transmettrons les questions à M. Lancry, il y en a 2 sur lesquelles j'aimerais avoir votre avis. D'abord, on nous demande, est-ce que finalement, ces accords de paix avec Israël ne montrent pas aussi que le Maroc, les Émirats arabes unis, peut-être d'autres pays dans le futur, veulent aussi s'opposer d'une part à l'Iran et d'autre part au Hamas. Et puis une deuxième question, cette fois-ci spécifiquement sur le Maroc, où finalement ces relations reposent aussi sur un changement de l'éducation, de l'enseignement au Maroc et dans d'autres pays, en enseignant plus la haine du juif. Et je dois dire d'ailleurs que désormais au Maroc, il y a des chapitres qui sont consacrés à l'histoire des Juifs du Maroc à partir de la rentrée de septembre. Alors, la question était de savoir si, à travers ces relations diplomatiques, il n'y avait pas une forme d'opposition à l'Iran et voire au Hamas. C'est certain. Je pense que le Maroc avait rompu déjà ses relations avec l'Iran il y a quelques années, que les Émirats arabes unis et Bahreïn considèrent que l'Iran est un ennemi aussi redoutable qu'il l'est pour Israël. Peut-être qu'il n'a pas vocation à détruire Bahreïn et les Émirats arabes unis, mais en tout cas à jouer de son influence destructrice dans ces pays. Et même l'Arabie saoudite en a parfaitement conscience. On parle de temps en temps, il y a quelques bruissements de rapprochement entre Israël et les Saoudiens. C'est parce qu'il y a le danger iranien que les Saoudiens pourraient être poussés à un jour contracter des relations diplomatiques avec Israël. Ce qui les en empêche ici et maintenant, c'est le fait qu'ils soient à l'origine, en 2002, de l'initiative arabe de Beyrouth, qu'on appelle aussi l'initiative saoudienne. Donc, ils ont un peu les poings liés, si je puis dire, par rapport aux Palestiniens. Il n'est pas facile de s'en détacher. Mais la menace iranienne qui pèse sur eux est tellement tangible que l'alliance avec Israël devient une alliance possible. Oui, il y a cet aspect-là. On disait tout à l'heure que la relation entre le Maroc et Israël a été concomitante dans sa reprise avec le Sahara marocain et sa reconnaissance par les États-Unis. Et vous avez raison de signaler, Ariel, que la communauté juive marocaine, elle est israélienne depuis 3 générations, mais à travers toutes ces générations, a manifesté son soutien au Sahara marocain. On l'a vu avec des drapeaux marocains, des portraits de Sa Majesté Mohamed VI.
moi-même je l'avais affirmé dans un entretien à Jeune Afrique, oui, les Marocains sont pour les Juifs marocains, de façon tout à fait déclarée pour le Sahara marocain. Alors, vous ajoutez un argument de valeur à ce que j'appelais tout à l'heure l'enseignement de la paix au Maroc, qui se fait à travers des actes, des paroles, mais aussi à travers les manuels scolaires qui incorporent des chapitres sur le vécu judéo-musulman au Maroc. C'est une manière d'enseigner la paix. Et c'est cet exemple que le Maroc souhaiterait transférer à notre région. Donc, d'accord avec ceux qui estiment qu'il y a à travers ces accords-là une forme d'opposition au régime iranien et à ses épigones, comme le Hamas, et d'accord avec votre évaluation sur l'enseignement de la paix qui se fait au Maroc, qui devrait devenir un exemple plus généralisé dans le monde arabe, islamo-arabe. Merci beaucoup. Alors, il y a une autre question dans le chat d'Hélène Selom. Est-ce seulement la menace iranienne qui conduit les États du Golfe à se rapprocher d'Israël? N'est-ce pas lié aussi au côté Startup Nation d'Israël qui va leur permettre de diversifier bien plus rapidement leur économie autour de la high-tech? Oui, les Émirats arabes unis, comme d'autres pays de cette région du Golfe, sont à la recherche, pour ceux qui sont conscients de la dimension provisoire, ça peut durer encore 50 ans, 70 ans, du pétrole et des matières premières dont ils disposent en abondance, de se convertir au temps moderne et à la science et à la technologie. Il y a là un argument de poids qui œuvre en faveur de la relation avec Israël. Israël a fait et fait toujours ses preuves de façon assez retentissante en Startup Nation. Et nos nouveaux alliés trouveront certainement un intérêt évident à ce rapprochement avec Israël. Merci beaucoup, Yehuda Lankri. Merci beaucoup pour cet éclairage, cet exposé et les questions. Alors, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette soirée, alors qui est particulière puisque, en fait, le rabbin Eli Abadi s'excuse, a eu un empêchement et ne peut pas être présent même virtuellement, mais il a transformé le virtuel puisqu'il nous a envoyé une vidéo pour son intervention. Donc, nous allons vous diffuser cette vidéo. Alors, avant d'entendre le rabbin Eli Abadi, présentons-le. Il est né à Beyrouth, au Liban. Il a grandi au Mexique et est arrivé aux États-Unis. C'est là qu'il a été ordonné rabbin à la Yeshiva University. Il est également médecin, docteur en médecine interne. Il a fondé à New York la synagogue Edmond J. Safra et a dirigé l'Institut d'études séfarades de la Yeshiva University. Et après les accords d'Abraham, en novembre 2020, c'est là qu'il s'est installé à Dubaï pour accompagner la communauté locale grandissante en tant que grand rabbin des Émirats arabes unis. C'est de cette communauté et de ces accords qu'il va nous parler dans cette vidéo et nous préciser les enjeux et le contexte, ainsi que la communauté. Bonsoir à vous et merci beaucoup Sandra de m'avoir invité à participer à votre panel. C'est un plaisir et un honneur de me joindre à mon cher ami de longue date, l'ambassadeur Yehuda Lankri. Je suis désolé, je ne peux pas être avec vous en personne, mais je peux partager mes réflexions via cette présentation. Nous vivons dans une époque historique. L'accord d'Abraham sont le résultat de nombreuses années de rapprochement entre Israël et la région du Golfe. Quand deux pays se rendent compte qu'ils ont des intérêts communs, quand ils voient qu'il n'y a aucune raison de ne pas avoir de relations de normalisation, quand deux pays vivant selon des principes de tolérance, de coexistence, de respect les uns envers les autres communautés de foi, les résultats sont se reconnaître mutuellement
établir des relations diplomatiques, économiques, technologiques, scientifiques, agricoles, relations de sécurité, de cybersécurité et de nombreux autres domaines de l'activité humaine. Certains veulent dire que l'intérêt du processus de normalisation est qu'Israël et le Golfe ont un ennemi commun, l'Iran. C'est un seul intérêt, mais ce n'est pas le principal ni le seul. Les Émirats, tant que pays, ont été fondés sur les principes de tolérance, de coexistence, d'amitié avec les voisins, de vivre et de laisser vivre, de respect des autres, religions et de modération. Ce sont les principes qui ont rendu ces accords possibles et les processus de normalisation réels et vrais. Ils sont déclarés l'année 2019 comme l'année de la tolérance et ils sont la cérémonie de signature de la déclaration de la fraternité humaine avec le pape François et l'imam Taïeb à l'université Al-Azhar. Il avait plusieurs rabbins représentants des Juifs invités et présents. Les Émirats arabes unis ont ouvert la voie et sont l'exemple à suivre pour de nombreux autres pays arabes. Comme nous l'avons vu, Bahreïn, le Soudan, le Maroc, et bien beaucoup d'autres suivront. Cela a déjà changé la région. Nous avons maintenant une association des communautés juives du Golfe, que je suis le rabbin. Nous avons aussi beaucoup de touristes juifs et israéliens, des hommes d'affaires et d'autres businessmen qui viennent dans la région du Golfe pour faire business aussi. À la suite de ces changements positifs dans la région, et particulier aux Émirats arabes unis, nous avons une communauté juive qui grandit. Bien que les Juifs aient vécu dans les Émirats pendant de nombreuses années, voire 40 ans, ils n'étaient pas organisés en communauté et maintenant ils sont organisés et reconnus par le gouvernement comme une communauté indépendante, une communauté juive indépendante et autonome. J'ai accepté l'invitation d'être le grand rabbin de la communauté car je crois que c'est un moment historique qui va changer toute la région du Moyen-Orient et le monde arabe. Je suis vu dans la région comme l'ambassadeur juif représentant l'ensemble du peuple juif. J'ai des plans pour développer la communauté et la faire grandir au besoin. J'ai des plans pour construire une synagogue, bien sûr, une yeshiva scolaire, un mikvé, des établissements kasher, un beddin, même Bar Minan, la Hevra Kadisha aussi. Les Émiratis sont très désirés d'en savoir plus sur les Juifs, Israël et même sur le judaïsme. J'ai reçu beaucoup de questions des Émiratis sur le judaïsme. Beaucoup d'entre eux se joignent à nous pour les prières du Shabbat et aussi les Hagim, les jours fériés. Beaucoup apprennent l'hébreu. Ils ont accueilli les Juifs à bras ouverts. Je m'y sens très à l'aise et très bien accueilli là-bas. Comme je l'ai dit au début, nous vivons des temps particuliers, des temps historiques, et en tant que leaders que nous sommes, nous devons saisir le moment et essayer de changer le monde tel que nous le connaissons pour le mieux, pour essayer de laisser un avenir meilleur à nos enfants et à la prochaine génération. Je crois que nous pouvons le faire et nous devons le faire.
avec des gens de bonne volonté de tout le monde, des deux côtés aussi, nous pouvons y parvenir. Merci beaucoup, merci encore et bonsoir à vous tous. Merci beaucoup au rabbin Eli Abadi qui n'a malheureusement pas pu donc se joindre à nous au dernier moment, mais qui a tenu à nous présenter cette petite vidéo où effectivement il résume bien ce qu'il est en train de vivre finalement aux Émirats Arabes Unis. Et je voulais vous demander finalement, Monsieur Lancry, ce que cette vidéo vous inspirait, ce que vous inspire le témoignage d'Eli Abadi que vous disiez connaître du temps de New York. Sur cette vidéo, d'ailleurs très instructive, parce que c'est un regard de l'intérieur qui vient à nous manquer. Donc, le fait qu'il nous parle des Émirats Arabes Unis, de Bahreïn, comme étant motivé non pas par le seul axe anti-iranien, mais sur le côté positif, par le développement de relations politiques, commerciales, technologiques, humaines avec Israël et le peuple juif, est une innovation. Il est là comme grand rabbin, appelé à faire développer la communauté juive à travers la communauté qu'il est en train d'édifier, ces institutions communautaires qu'il est en train de concevoir. Donc, souhaitons-lui la réussite la plus complète, même si en tant que sioniste, je dois prêcher pour Israël, mais il est important dans ce contexte, et je fais confiance au rabbin Eli Abadi, que, encore une fois, j'ai connu à New York, un homme de grande distinction et de grande qualité, pour réellement bâtir un avenir et pour la communauté juive naissante, renaissante aux Émirats, et pour la bonification de la relation avec Israël, et puis l'entourage régional, qui est un entourage arabe, musulman. Il a évoqué la vocation du dialogue interconfessionnel. Le pape François, le rassemblement à l'université El-Azhar du Caire, ce qui répond en écho à la rencontre papale de François avec Sa Majesté Mohammed VI. Ça s'est passé en mars 2019. Et à ce moment-là, comme à Beit Dakira, à Essaouira, Sa Majesté Mohammed VI s'était hissé au rang, à mes yeux, d'emblème des nations, dans la manière de faire dialoguer et de rapprocher les fils d'Abraham, de toute confession confondue. Il y a donc un travail en promesse tout à fait considérable que le rabbin Eli Abadi va devoir accomplir. Et je lui fais confiance à ce niveau. Je pense qu'il y a une importance à l'acte rabbinique qu'il mène en ces lieux. Merci beaucoup, Monsieur Lancry. Alors, on nous pose une dernière question sur le chat que nous allons prendre, et d'autant plus que nous sommes le 4 juillet. C'est l'effet du hasard quand nous avons choisi cette date, mais il s'avère que c'est la fête des États-Unis d'Amérique. Et donc, on nous pose également une question. Est-ce que vous pensez que ces accords seront-ils aussi à l'épreuve du nouveau gouvernement américain, alors que certains des démocrates, pas tous heureusement, sont extrêmement hostiles à Israël? C'est une toute petite minorité, assez démocrate, assez bruyant. Donc l'un était même candidat aux primaires pour la présidentielle américaine, Bernie Sanders, juif de confession en passant. Il y a quelques parlementaires démocrates très pro-palestiniennes, mais enfin tout ça constitue une région assez limitée en matière d'abord numérique, peut-être qualitativement, ils font entendre leur voix, c'est certain. Mais il faut reconnaître qu'au sein du Parti démocratique, il se forme une branche dite progressiste qui ne voit plus du même œil
la relation américaine avec Israël. La majorité, et notamment autour de la personnalité du président Joe Biden, qui est un ami d'Israël de très longue date. Témoin de l'accueil qu'il a réservé à notre président sortant, Reuven Rivlin, ces derniers jours à Washington. Et l'intention d'inviter notre nouveau Premier ministre, Naftali Bennett, en visite à Washington. Évidemment, il y aura de la part de Biden plus qu'une allusion, une volonté exprimée de remettre en marche le processus de paix israélo-palestinien. C'est dans la nature des choses. Son secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Anthony Blinken, en visite dans notre région, l'a indiqué. Dans la nature des choses, et c'est peut-être une bonne chose, parce qu'il faut que l'on puisse dépasser cet enlisement et cet immobilisme actuel qui ne peut donner lieu qu'à des violences. Et ça pourrait aussi être un défi pour les Palestiniens eux-mêmes. Je parle de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas, qui doit relever le défi du dialogue avec Israël. Et ça n'est pas si aisé que cela. Lui-même cherchant une légitimité plus accrue, dans les sondages palestiniens, il n'est pas dans le plus haut de sa forme et de sa condition. Mais en tout cas, c'est un homme de paix qui, dès la première heure, a souhaité faire la paix avec Israël, qui a renoncé à la violence et à l'intifada comme pratique. Mais il faut reconnaître que son administration harcèle passablement Israël dans les juridictions internationales en essayant de nous poursuivre sur des soi-disant crimes contre l'humanité. Donc il y a lieu d'un renouveau aussi sur ce chapitre. Et l'administration américaine de Joe Biden, ami d'Israël, qui devra dialoguer avec ce nouveau gouvernement, qui semble avoir des dispositions pour le moment non déclarées, mais assez prometteuses, peut-être que cela relancera la dynamique loin du dialogue, si ce n'est encore de la paix visible, tangible, entre nous et les Palestiniens. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur Yehuda Lankri, d'avoir accepté d'ouvrir cette session, cette nouvelle session de l'Alliance estivale placée sous le signe des enfants d'Abraham. Merci infiniment. Je rappelle nos 2 prochaines rencontres qui se dérouleront le lundi, donc les lundis 12 et 19 juillet. Le lundi 12 juillet, nous aurons une session d'études et des textes bibliques sur Israël et les nations avec la présentation du livre Puzzle biblique, commentaire sur le Pentateuque, qui vient de sortir il y a quelques semaines avec Nissim Bellassène, auteur de l'ouvrage et par ailleurs diplômé d'HEC et ingénieur, en dialogue avec Noémie Ben-Shimol, philosophe, qui sera en direct de Jérusalem. Et le 19 juillet 2021, nous nous retrouverons pour une table ronde interreligieuse avec la participation de Youssef Afif de la mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne, Michael Ben Admon, qui est spécialiste de philosophie juive et qui vit en Israël, et Daniel Guerrier, délégué du diocèse de Saint-Denis. Merci beaucoup à toutes et à tous de votre participation ce soir. Nous espérons vous retrouver nombreux lors des prochaines séances. Et surtout, merci encore à M. Yehuda Lankri. Bonne soirée.